Il faudrait que je me décale par là. Oh non, on voit plus mes roses. Je vais mettre mes roses pour qu'elles soient visibles. Ouais, c'est bien là. Le problème, c'est que... Je sais. Voilà. Là, c'est nickel. Ok. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube où je vais faire mon bilan culturel du mois de mai. Alors déjà je m'excuse encore par avance parce que ce bilan culturel a mis du temps à arriver parce que j'étais très occupée ce mois-ci pour une raison très particulière. Je l'annonce maintenant, mon EP va bientôt sortir. Voilà, vous savez, ça fait plus d'un an maintenant que je travaille sur beaucoup de morceaux et j'ai décidé de le sortir. Eh bien, je ne dirai pas la date ici parce que la vidéo sortira avant que je la révèle. C'est pour ça, suivez-moi sur Instagram, vous serez au courant de tout. Je vous mettrai tous les liens et tout ça pour trouver mon EP. Donc voilà, mon intro passée, nous pouvons commencer le bilan du mois de mai. Mon bilan du mois de mai. Alors, le mois dernier, j'avais dit que j'allais regarder cette série et en effet, je l'ai regardée en entier. La série c'est Fiasco de Igor Gottesman. Donc cette série vous en avez sûrement entendu parler parce qu'il y a eu beaucoup de promos, parce qu'il y a un casting énorme dedans. On a Pierre Ninet, on a Géraldine Nakache, on a Igor Gottesman lui-même. D'ailleurs il avait réalisé le film Five, son premier film que j'avais bien aimé. Je crois que je n'ai jamais fini de le regarder parce qu'il me stressait trop. Cette série était prometteuse parce que ça s'appelle Fiasco et en fait c'est un making of d'un film. Donc en gros toute la série c'est le making of d'un film qui est en train de se créer et le tournage est une catastrophe. Il arrive que des problèmes. C'est le but de la série et donc l'idée je la trouvais assez originale et surtout qu'on a Pierre Ninet dans un rôle comique, ce qui est pas si souvent que ça hein. À mon avis la dernière fois qu'on l'a vu dans un rôle comique c'était le docteur juif dans La Flamme et le Flambeau. Donc moi j'étais contente de retrouver Pierre Ninet dans tout son humour. Et donc j'étais très heureuse de commencer cette série. Le premier épisode incroyable, on a les bases de l'humour qui est utilisé dans cette série est imposé dès le premier épisode. C'est un humour cringe avec des blagues un peu lourdes mais qui sont faites exprès, beaucoup de regards caméra notamment de la part de Pierre Ninet. Il fait du spectateur ses témoins des situations, il est très maladroit, qui veut faire le bien mais en vrai il crée que des catastrophes, enfin voilà, etc. Donc cet humour là est posé dès le premier épisode et on sait à quoi s'attendre du coup. Sauf que le reste des épisodes, donc il y en a 7 je crois, c'est toujours la même chose, toujours le même humour, toujours c'est juste décliné dans différentes situations et c'est ça qui est dommage, c'est qu'au bout d'un moment ce qui est l'humour cringe est juste cringe et du coup ça n'a plus trop d'intérêt. En fait je pense que ça aurait été mieux si en fait c'était juste un film quoi. S'ils en avaient fait un film complètement, un film de 1h30, 2h, ça suffit pour développer l'histoire qu'ils ont voulu développer. Là c'est juste une continuité, le dernier épisode j'ai trouvé ça très très lourd comme réflexion entre guillemets, mais je vais pas trop en parler si vous l'avez pas vu. Mais voilà, en tout cas si vous avez bien aimé n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je pense que les avis sont plutôt mitigés entre ceux qui ont aimé et ceux qui n'ont pas trop aimé. Voilà, moi faut savoir que j'ai pas plus aimé que ça, enfin j'étais très déçue, je m'attendais à mieux. Ensuite je suis allée voir The Fall Guy, je sais plus de qui est-ce qui l'a réalisé, je suis désolée, je vous l'écrirai. De toute façon vous avez toutes les informations en description, je vous mets à chaque fois le nom des films, la date de sortie en général, les réalisateurs, tout ce qu'il faut savoir, je vous mets des liens complémentaires si vous avez envie de vous documenter en plus parfois des choses que j'ai vues et que j'ai lues. Donc voilà, vous avez juste à aller en description. Donc là c'est The Fall Guy, c'est un film sur les cascadeurs où il y a beaucoup de cascades en effet. Donc c'est un film où dedans on a Ryan Gosling et Emily Watson, il me semble que c'est elle. Où Ryan Gosling dès le début en fait aux 10 premières minutes on nous montre la situation, c'est un cascadeur pour des films qui a un accident et qui a arrêté d'être cascadeur et un jour il est rappelé sur un tournage parce qu'il y a une petite histoire d'amour avec la réalisatrice en question et il redevient cascadeur. Donc ça c'est le début de l'histoire. Et en fait il s'avère que le mec pour qui fait les cascades il va disparaître et lui il va devoir aller à sa recherche. Et donc en fait les cascades sont mobilisées partout, elles sont mobilisées à la fois dans le tournage des films qui est en direct, donc pareil encore une mise en abîme parce que en plus d'être cascadeur, parce que Ryan Gosling joue un cascadeur mais il a des cascadeurs lui pour le film The Fall Guy. Donc c'est hyper intéressant à ce niveau là. Et les cascades sont aussi utilisées en dehors donc du tournage des films qu'on voit dans le film, donc en dehors des mises en abîme, je sais pas si vous me suivez jusque là. Bref, où on a juste des scènes de cascades, de course-poursuite où ça va dans tous les sens. Et ça c'est hyper bien amené et en fait moi j'ai juste trouvé que c'était un film hyper léger qui aborde tout. Dedans il y a de l'action, de l'humour, de l'amour. Tout ça très bien amené, vraiment un film hollywoodien. Moi je suis pas du tout fan des films d'action au départ, mais là je l'ai trouvé hyper bien calculé. Et en fait j'ai juste été contente parce que j'ai vu ça juste après avoir vu Fiasco et c'est un peu sur le même thème, c'est sur le thème du cinéma. J'ai trouvé que dans The Fall Guy on retrouvait complètement ce qu'on retrouvait pas dans Fiasco, mais l'amour du cinéma, l'amour du trucage par la cascade. Et juste ça se voit que c'est des gens qui aiment les films, qui ont fait ce film, même si c'est une production américaine qui est très... qui a beaucoup d'argent et tout ça, mais ça se voit que
Il y a tout un amour pour le cinéma qui est développé derrière et pour ce métier de la cascade qui est si peu représenté, si peu mis en avant. Bah là je trouve que le film rend très très bien hommage à ce métier. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant et juste divertissant aussi. J'ai aussi vu un film qui s'appelle Barbarian qui est sur Netflix, là, qui est sorti il y a pas longtemps. Barbarian est un film d'horreur, donc moi il faut savoir que les films d'horreur c'est pas trop mon truc. J'aime bien regarder en soirée avec des amis et tout ça pour se faire peur quoi. Là je trouve que c'est vraiment un film d'horreur de qualité dans le sens où on a tout, on a la peur évidemment, mais on a aussi tout le côté esthétique parce qu'il y a vraiment un travail de recherche sur les lumières, notamment dans la première partie parce que c'est en plusieurs parties. En gros ça parle d'une femme qui vient faire un entretien dans une ville, je sais plus exactement dans quelle ville, et elle prend un Airbnb, sauf qu'elle découvre dans cet Airbnb quand elle arrive qu'elle n'est pas toute seule. Et ça c'est le tout début de l'histoire en fait. Et après il va se développer, il va y avoir plein d'histoires de découvertes sur cette maison. Il y a aussi un rapport avec le temps, avec les différents personnages. Donc au départ on suit ce personnage là, ensuite on va suivre d'autres personnages, je vais pas vous dire qui, mais toujours autour de ce Airbnb, de cette maison là. Donc voilà, au niveau de l'image on a un gros travail sur les lumières, on a aussi un gros travail sur les couleurs des décors, on a des pièces un peu, pas les backrooms mais un peu des pièces, moi c'est typiquement l'esthétique qui me fait peur, un peu l'esthétique des vidéos de Feld-up, un peu des pièces un peu sales. C'est horrible mais quand je pense à ça, je pense à Feld-up, je sais pas pourquoi, et ces histoires un peu d'horreur, mais c'est-à-dire avec des pièces très colorées, genre avec les murs sont peints d'une seule couleur, des couleurs très forte, où il n'y a pas grand chose dans cette pièce, il y a genre juste une télé, où il y a juste un matelas, et c'est effrayant, c'est vraiment effrayant, rien que les décors me faisaient peur, et puis l'histoire en elle-même malheureusement, et ben l'horreur dans cette histoire ce sont les humains. L'horreur vient de l'homme et malheureusement ça part de situations qui existent déjà, mais là c'est juste adapté en film, bah c'est un peu extrapolé quoi. Mais voilà, franchement, si vous voulez voir un film d'horreur ou vous voulez vous faire peur, je vous conseille ce film, il est super bien. Ensuite je suis allée voir un documentaire qui s'appelle L'homme aux 1000 visages de Sonia Grunland, un truc comme ça. Désolée, je me rappelle pas. C'est une journaliste qui fait l'émission Les Pieds sur Terre sur France Culture, une émission d'ailleurs que je vous recommande d'écouter. On a beaucoup de témoignages, ça dure environ une demi-heure. C'est des témoignages de personnes qui ont des vécus particuliers et qui vont le raconter. Il y a des cuts qui font que l'histoire passe super bien. On n'a pas les questions de la journaliste et on a seulement leur récit et c'est hyper intéressant. Donc ça c'est Les Pieds sur Terre. Et dans Les Pieds sur Terre, il y a eu une émission que j'ai écoutée qui s'appelle L'homme aux 1000 visages. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, enfin en description. C'est une femme qui explique qu'elle a vécu pendant des années avec un homme, je crois que c'était pendant 6 ans. Elle a vécu avec un homme, un jour elle est tombée enceinte et c'est pendant qu'elle était enceinte qu'elle a découvert que cet homme lui mentait depuis des années et qu'en fait il n'était pas celui qu'il prétendait être et qu'en fait il avait beaucoup de relations avec des femmes dans différents pays en même temps et que c'était un gros menteur sur toute sa vie en fait, sur toutes ses relations familiales, sur son prénom, sur ses papiers, il avait des faux papiers, enfin bref, et c'est une histoire vraie. Et donc à partir de ça il y a un documentaire qui a été fait donc par la journaliste. Le documentaire est en 4 parties. La première partie c'est les témoignages des femmes, donc il y a environ 4 ou 5 femmes qui ont vécu carrément avec cet homme pendant plusieurs mois. C'est une histoire qui se passe sur 3 pays, principalement la France, la Pologne et le Brésil, parce que l'homme est brésilien et il a eu des femmes au Brésil, en Pologne et en France en même temps. Et donc la première partie c'est les témoignages de ces femmes, comment elles ont vécu avec cet homme, genre juste comment il était avec elles. Ensuite c'est comment elles ont appris ce qui s'était passé, donc la tromperie, l'énorme tromperie, les gros mensonges qu'il disait. Mensonge pour moi là c'est carrément un terme trop faible pour ce que c'était, mais voilà. Et troisième partie c'est l'enquête pour retrouver cet homme, et quatrième partie c'est l'homme retrouvé. Et là en fait la journaliste elle a voulu un peu le piéger en le filmant et en faisant croire qu'elle faisait un reportage sur un coureur alors qu'en fait elle faisait juste, elle mobilisée dans le court-métrage, dans le film. Donc moi, j'avoue qu'à cette fin, j'étais un peu critique parce que j'avais l'impression de me moquer un peu parce que c'est un peu risible en fait la manière dont il est présenté, dont c'est mis en scène. C'est un documentaire mais dont c'est mis en scène. Je trouve que c'était un peu risible et je me sentais un peu mal de rigoler parce que lui-même ne savait pas pourquoi il était filmé. Mais en fait, tout le film, on nous montre que cet homme est affreux. Il a fait souffrir beaucoup de femmes et que juste c'est pas une bonne personne et du coup bah au final en fait on n'a pas de scrupules à rigoler quoi parce que le mec a tellement confiance en lui que enfin ça en devient risible quoi. Donc voilà, et donc ce que j'ai beaucoup aimé dans ce documentaire c'est la manière dont il est amené, dont la journaliste est présente parce qu'à chaque fois on la voit à l'image, elle interviewe ces femmes, elle leur laisse aussi beaucoup la parole et le montage sert à ça. Comme dans Les Pieds sur Terre, on a un montage qui nous raconte le récit sans forcément des interruptions par la journaliste, et on a aussi beaucoup de voix off où elle raconte son parcours, son enquête, et on l'accompagne vraiment dans toutes ces enquêtes. Donc il y a un montage parallèle à chaque fois avec les différentes femmes et juste j'ai trouvé ça tellement intéressant la manière dont ça a été filmé et dont elle dénonce en gros la manipulation de cet homme là en l'occurrence. Ensuite, je vais parler de la saison 3. La saison 3, et vous savez très bien de quoi je vais parler. De la chronique des Bridgerton. Alors, cette saison 3, elle était extrêmement attendue par tout le monde. Je crois qu'elle a fait un top record de lancement sur Netflix. Et cette saison 3 était censée se consacrer à la relation Penelope et Colin. Penelope Featherington et Colin Bridgerton. Bridgerton.
Bridgerton, on va dire. Donc voilà, sauf qu'en fait, c'est pas comme les autres saisons, j'ai l'impression. C'est-à-dire que les autres saisons, première saison, Daphné. On sait que tout se passe sur Daphné et sa relation avec Simon. Deuxième saison, c'est Anthony et Kate. Donc là, on savait que chaque saison, même si ça développait aussi les autres personnages, on avait quand même une saison égale une personne de la famille Bridgerton. Et là, cette saison 3, elle est un peu plus étrange parce que on a appris tout ce qui s'est passé avec Penelope, Lady Whistledown et tout ça. Du coup, on est beaucoup plus sur le personnage de Penelope et donc pas vraiment sur Colin. Et on est aussi sur le personnage beaucoup de Francesca, la sœur. Dans mon bilan de cette saison, alors on a que le début de la saison pour l'instant parce que l'autre moitié, elle sort mi-juin, il me semble. Donc moi, j'ai 3 points à dire là-dessus. Déjà, j'ai trouvé Colin Bridgerton insupportable. Je trouve qu'à chaque fois qu'il parle, j'ai envie de lui mettre des claques. Il est juste là pour faire le BG. La production lui a fait perdre du poids pour le rendre beau, soi-disant. Évidemment, c'est pas parce qu'on perd du poids qu'on devient beau. Et juste là, ils ont voulu lui faire perdre du poids et il y a tout le monde, je vois beaucoup de reels sur Insta qui sont en mode oh, Colin, il est devenu trop beau. Mais non, juste, il a perdu du poids et genre... c'est tout. Et moi je trouve il me fait même plus peur. Je trouve il me fait peur maintenant. L'acteur, je sais c'est horrible ce que je suis en train de dire, mais je le préférais largement avant parce que maintenant son visage me fait peur, je sais pas pourquoi. Ça c'était pour le point Colin. Deuxième point, je trouve que Francesca Bridgerton, on n'y croit pas du tout. On n'a pas là... alors déjà parce que l'actrice est nouvelle pour cette saison et que l'autre saison c'était une autre actrice et qu'on la voyait beaucoup moins, on la voyait quasiment pas en fait. Alors, on a dû la voir dans quelques épisodes dans la saison 1 et quelques épisodes de la saison 2, mais c'est tout. Et encore, c'est un personnage secondaire, c'est limite si elle avait des répliques quoi. Là, Francesca a un rôle plus important. Et je trouve du coup ça se voit que ce personnage a mal été introduit dans les 2 premières saisons parce que là elle arrive et on n'y croit pas en fait. Pour moi ça se voit que c'est un personnage qui a été écrit, c'est pas un personnage qui aurait pu exister. Elle cache quelque chose, j'ai l'impression qu'on a voulu faire une Daphné bis, mais une Daphné qui se sentait pas à sa place. Un mélange entre Daphné et Héloïse en fait, et j'ai trouvé ça un peu ennuyant en fait. Je trouve pas que c'est un personnage très pertinent personnellement. Mais voilà. Et enfin, moi par contre ce que j'ai beaucoup aimé encore cette saison, c'est le retour de la musique, avec des musiques très actuelles. Là j'ai pas d'exemple, mais bon c'est des musiques qui sont sorties cette année, mais version orchestre, version violon. Et surtout, j'adore le travail des costumes parce que cette saison-là, on voit vraiment qu'ils ont fait un effort. Alors, chaque saison, il y a un effort de dingue sur les costumes, mais cette saison-là, ils ont voulu changer la mode. Ça se voit, je saurais pas comment dire, mais ça se voit qu'il y a eu un renouveau dans la manière dont ils ont fait les costumes et qu'on a l'impression que oui, c'est une nouvelle saison pour le coup, parce que oui, c'est une nouvelle mode vestimentaire, surtout au niveau des vêtements des femmes. Et je trouve que du coup là les costumes prennent vraiment une importance capitale, notamment au niveau du personnage de Penelope, parce que réellement c'est les vêtements qui la font glow up. C'est là où je suis plutôt heureuse par rapport à Colin, c'est que Penelope, oui, elle n'est pas dans les standards de beauté de la société entre guillemets encore toujours, et je suis heureuse, je suis tellement heureuse, et je pense que ça aurait été très très malvenu de la faire maigrir pour la rendre jolie, pour lui faire un glow up, parce qu'évidemment comme les saisons passent, il faut que les personnages aient un glow up. Ça c'est une évidence dans l'écriture de scénario, ça ressort en fait que il faut que les personnages aient un glow up physique, un glow up mental, mais ça passe toujours par un glow up physique, en tout cas dans ce genre de série là. Et là on a Penelope, le glow up physique ne passe pas par la perte de poids, et c'est là où j'en suis heureuse, c'est qu'on lui a laissé ses formes, et merci, et même elle l'assume, elle l'a dit dans des interviews, et ça franchement c'est un soulagement, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se reconnaître en elle. Et pour le coup, son glow-up passe par ses vêtements, parce qu'avant justement on appuie bien, c'est bien lourd sur le fait qu'elle soit bien toujours habillée en jaune et que le jaune n'est pas sa couleur, que ça ne lui va pas quoi. Et là justement elle a des vêtements incroyables, et c'est là où la mode est très importante et où les costumes sont importants, c'est qu'ils donnent ce glow-up à Penelope, ils permettent ce glow-up et lui permettent une nouvelle intégration dans l'histoire par les vêtements. C'est comme ça qu'elle va se révéler, qu'elle va prendre confiance en elle physiquement, et ça fait plaisir, c'est un soulagement pour moi. Je trouve que c'est un soulagement, et je trouve que c'était un très très bon choix de la part de la production d'appuyer ce glow-up par les costumes qui sont au passage magnifiques. Ça c'était pour les Bridgerton. Et pour finir mon bilan, je vais juste vous parler d'un compte Instagram que j'ai découvert ce mois-ci, que je trouve très intéressant. Ça s'appelle A1234 Musique. Voilà, je vous l'écrirai, mais c'est A1234 Musique. C'est un compte Instagram qui en fait, je sais pas, genre tous les jours met un post qui fait découvrir un groupe ou un artiste ou une chanson dans le monde à toutes les époques. On a 2 types de vidéos surtout. Il y en a, la première c'est si vous ne venez pas de tel pays, vous ne connaîtriez pas cette personne, et là ça nous fait découvrir quelqu'un qui est pas connu. En fait c'est un compte américain je crois. Unless you're from Italy, you've likely not heard of Stay, but the power in their voice is outstanding. Et il y a aussi une autre type de vidéo, c'est ça que je préfère, c'est en telle année à la radio, dans tel pays, passer cette chanson. Et donc là on va avoir par exemple une chanson qui passait à Cuba en 1980, enfin bref, que des trucs comme ça. This is what was playing on the radio in Brazil, 1971.
Et du coup ça ça fait découvrir plein de musiciens et tout ça, plein d'artistes plus ou moins connus. Et voilà, je trouve ça super intéressant si vous avez l'occasion de... Enfin je vous conseille de vous abonner, franchement c'est toujours très plaisant à regarder. Après moi ce que je regrette un peu c'est que dans les musiques actuelles il y ait... Enfin, ce sont un peu limité en termes de genre, c'est quasiment que du R&B et du hip-hop, du rap. Bon, moi, comme c'est pas trop les styles que j'apprécie le plus, ben, c'est un peu dommage. Mais sinon, en vrai, il y a plein de découvertes à faire, surtout voilà, sur les artistes du passé, quoi. Donc voilà, je vais boire un petit peu parce qu'on va passer à la partie 2. Ah, alors la partie 2, figurez-vous que comme le mois dernier, je n'ai rien à vous proposer. La partie 2 donc c'est les recommandations, mais je n'ai rien à vous recommander parce que tout simplement encore une fois je n'ai vu aucun des films qui va sortir au mois de juin et malheureusement je crois que je vais devoir carrément enlever ma partie 2 de mes vidéos bientôt parce que cet été je vais travailler et donc je vais pas pouvoir aller à des festivals de cinéma. J'aurais beaucoup aimé parce que c'est dans les festivals de cinéma que je vois des avant-premières et qui me permettent ensuite dans l'année suivante de vous faire des recommandations, mais malheureusement cette année je vais pas pouvoir y aller. J'ai des amis qui sont allés à Cannes qui m'ont fait des recommandations, donc au fur et à mesure des films qui vont sortir je vous dirai s'ils m'ont conseillé tel ou tel film, mais du coup la partie 2 je crois que je vais bientôt devoir la supprimer parce que j'en parlerai dans la partie 3 au pire. Donc la partie 3 on y va. Là j'en ai beaucoup, j'ai fait une page entière où j'ai 2 colonnes de films que j'ai tellement envie d'aller voir, il y a plein de trucs trop bien qui sortent. Donc le 5 juin, il y a Rendez-vous avec Pol Pot qui sort de Ritipan, c'est un documentaire. J'aime beaucoup le réalisateur Ritipan, il est cambodgien et il fait beaucoup de documentaires historiques. Il met en relation le passé et le présent, surtout sur la période des Khmers rouges au Cambodge. Donc si vous ne connaissez pas, dans les années 70, il y a eu un régime totalitaire au Cambodge qui s'appelle le régime des Khmers rouges, qui était un régime communiste et où il y a eu des centaines de morts et de réfugiés et d'immigrés, et c'est une partie de l'histoire du Cambodge très très importante. Et Ritipan est un réalisateur, justement c'est un des seuls réalisateurs d'ailleurs, qui a fait des films et des documentaires sur cette histoire, sur cette partie historique du Cambodge. Et je vous conseille d'ailleurs d'aller voir L'image manquante et S21, la machine à mort des Khmers rouges. Je crois que c'est ça le titre. Personnellement, c'est 2 documentaires que j'ai vus et qui m'ont permis d'en savoir plus sur cette partie-là de l'histoire du Cambodge. Et donc là, il y a un film qui sort qui s'appelle Rendez-vous avec Pol Pot. Pol Pot, c'était l'équivalent de Hitler en Allemagne ou de Mussolini en Italie. C'est le chef du régime totalitaire au Cambodge. Ritipan a fait un documentaire dessus, donc je vais aller le voir évidemment. Le même jour, il y a Orlando, ma biographie politique. C'est un documentaire aussi à partir d'un livre, d'un roman de Virginia Woolf, une autrice que j'aime beaucoup, dont j'avais lu le livre Une chambre à soi et que je vous conseille d'ailleurs, vraiment très très bon. C'est un essai en fait, un essai un peu politique sur la place des femmes artistes dans la société de son époque, donc au début du XXe siècle. Donc Une chambre à soi, c'est un très très bon livre, rapide à lire. Et en fait, il faut savoir qu'en 1928, Virginia Woolf avait sorti un roman sur un personnage qui a changé de sexe au cours du XVIIIe siècle. Du coup, c'est une des premières histoires d'une personne transgenre. Et donc là, il y a un film documentaire qui a été fait à partir de ce livre-là. Donc écoutez, je vais aller le voir, je vais aller le découvrir. Ensuite, le 19 juin, on a un documentaire qui s'appelle Let's Get Lost, un documentaire sur Chet Baker. Bon, Let's Get Lost, c'est une de mes chansons favorites de Chet Baker. Et voilà, c'est un documentaire sur sa vie. Donc pareil, c'est de Bruce Weber. On a également Le Comte de Monte Cristo qui sort le 28 juin de Mathieu Delaporte et Alex de la Patelière. On a Pierre Ninet qui joue le comte de Monte Cristo. On a aussi dedans Anaïs Moustier qui a d'ailleurs joué dans Dali de Quentin Dupieux. D'ailleurs, en parlant de Quentin Dupieux, je suis toujours pas allée voir le 2e acte. Il faudrait vraiment que j'y aille parce que là j'ai pas eu le temps. Mais j'irai le voir et je vous dirai ce que j'en ai pensé parce que là j'ai vu que des retours mitigés. Bon, voilà. Sinon on a quoi? On a Kind of Kindness de Yorgos Lanthimos. Bon, moi j'avais pas trop aimé Pauvre créature comme je vous en avais parlé dans un précédent bilan culturel. Mais voilà, Kind of Kindness. On a encore Emma Stone dedans. Ça a l'air d'être une histoire à plusieurs voix, c'est comme ça qu'on dit. Voilà, il y a Emma Stone, Margaret Qualley. Ça me donne envie d'aller le voir. Voilà, j'ai envie de vous dire. Pourquoi pas. Et enfin, on a le 26 juin un autre documentaire biographique sur Joan Baez, I Am a Noise. Joan Baez qui est une artiste, chanteuse, engagée, militante, pendant la contre-culture aux États-Unis, donc à partir des années 70 je dirais. C'est une chanteuse que j'adore, que j'admire. Elle a une magnifique voix, elle joue de la guitare, c'est un peu du folk. Elle a chanté beaucoup de reprises, notamment des reprises des chansons de Bob Dylan. Elle a chanté avec lui d'ailleurs. Elle a chanté beaucoup en manifestation, notamment contre le racisme aux États-Unis. Et voilà, il y a un documentaire qui sort sur elle le 26 juin, donc écoutez, j'irai le voir aussi. Et pour terminer, j'ai ma dernière page sur ma pépite. Donc ça, c'est un album de Lily Allen qui date de 2006. L'album, c'est All Right Still. Donc je vous mets évidemment la chanson qu'à mon avis tout le monde connaît. C'est la première chanson de l'album, petit extrait, ça s'appelle Smile.
Voilà, donc cette chanson, moi je pense que tout le monde la connaît, mais il faut aller écouter le reste de l'album et je vais vous dire pourquoi. Lily Allen est une chanteuse américaine. Elle a fait cet album donc, elle l'a sorti en 2006, c'est son premier album. Et pour moi le plus intéressant, il fait partie lui aussi de mon panthéon musical. C'est un style musical très des années 2000 en effet. On a la musique un peu électro avec petite batterie électronique, des riffs de guitare et beaucoup de chœurs. Elle chante un peu slammer, chanter sur des sons plutôt voilà électro ou parfois il y a des tendances reggae limite ska avec des samples aussi, beaucoup de samples. Donc comme c'est rappé chanté, il y a beaucoup de paroles. Si vous avez envie de vous améliorer en anglais, je vous conseille aussi d'écouter pour ça parce que en fait ces paroles sont assez simples à comprendre quand on comprend un peu l'anglais, parce qu'en fait elle raconte des histoires dans ses chansons. C'est assez fou mais elle raconte des histoires auxquelles on peut je pense un peu tous s'identifier. Parfois elle parle de rupture, elle parle de soirée. C'est aussi une chanteuse très engagée. C'est un album assez féministe où il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés, qui sont très intéressants. Aujourd'hui j'ai l'impression qu'il y a peu d'artistes qui font des chants là-dessus, mais c'est un peu un album libérateur, un peu un album, enfin je sais pas, il y a des chansons où je pense que toutes les femmes peuvent s'identifier. Il y a notamment une chanson sur le harcèlement de rue où en gros c'est très comique, c'est très ironique en fait, elle fait des paroles assez drôles. La chanson s'appelle Knock 'Em Out et en gros elle se met en situation comme s'il y avait un mec qui venait lui demander son numéro dans la rue et là elle invente tout un tas de mensonges comme quoi elle a perdu son téléphone, comme quoi elle est enceinte, comme quoi, enfin en fait plein de trucs que des femmes ont déjà dit dans la rue pour éviter de donner leur numéro de téléphone ou pour éviter que les mecs viennent leur parler. Et genre ça date de 2006 et je me dis c'est encore pareil aujourd'hui. Et moi je trouve ça assez fou et je trouve qu'elle écrit très bien ses paroles parce qu'elle parle au présent et juste comme elle parle au présent, on imagine, c'est très imagé en fait. Il y a un moment donné elle parle d'une soirée à partir de la queue qu'elle fait avant d'entrer dans la soirée jusqu'à dans la soirée où il y a des gens qui viennent la faire chier. C'est hyper, je sais pas, c'est hyper facile d'accès. Les paroles sont assez donc faciles à comprendre. Elle utilise des termes assez simples, elle articule beaucoup donc on peut facilement comprendre et à force d'écouter voilà on assimile un peu. Donc les thèmes voilà, on a harcèlement de rue, on a la manière dont les femmes sont considérées dans la société, aussi avec beaucoup d'ironie, notamment comment le corps de la femme est perçu dans la société, donc avec Cheryl Tweedy qui est une mannequin, et en gros Lily Allen elle a fait une chanson très ironique en mode j'aimerais tellement lui ressembler à Cheryl Tweedy. Et d'ailleurs pour la petite information, Cheryl Tweedy a répondu à Lily Allen une fois en interview, elle a dit ah mais merci, ça m'honore qu'elle veuille me ressembler, et Lily Allen elle a répondu dans une autre interview, elle a fait mais en fait je veux pas du tout te ressembler, c'était vraiment ironique, justement au contraire je suis très heureuse de qui je suis et je pense que c'est juste en fait la société voudrait qu'on lui ressemble mais en fait nous on est comme on est quoi, et genre juste les paroles me font extrêmement rire. Et en plus ces chansons sont hyper entraînantes, enfin genre chaque refrain tu l'as dans la tête quoi. Elle parle aussi de la décrépitude des villes, pareil avec de l'humour, genre je sais pas comment elle fait mais elle parle des gens qui se piquent dans la rue, des pickpockets, et d'ailleurs le clip est très bien fait. Enfin bref, il y a aussi des efforts sur les clips qui sont très intéressants et vraiment, en fait, je vous conseille juste d'aller écouter ses chansons. C'est une artiste engagée, d'ailleurs, il y a Olivia Rodrigo qui lui avait demandé de venir pour chanter avec elle, je crois que c'était la chanson Smile, justement, à un des concerts en festival. C'était un des concerts pour protéger le droit à l'IVG dans les états où c'était interdit. Mais voilà, donc vraiment l'album All Right Still, c'est une pépite. Alors là, moi j'ai surtout parlé de la première partie parce qu'il y a deux parties dans cet album. Il y a 2 CD en fait, il y a CD1, CD2. Et voilà, juste je vous conseille tellement d'aller écouter Lily Allen. Pour moi, je trouve que c'est une artiste incroyable, admirable, elle fait ses chansons, elle écrit ses paroles. Donc voilà, j'ai fini ma vidéo, je crois bien. Je vous tiens au courant, c'est pour ça abonnez-vous sur Instagram, je vous tiens au courant
concernant mon EP. Vous pouvez également aussi vous abonner à ma chaîne YouTube où je poste régulièrement des covers, des chansons, des reprises. Et vous pouvez aller voir aussi mes anciennes vidéos de bilan culturel parce que je parle de ce qui sort au cinéma et vous avez aussi bien remarqué que je parle aussi de choses que je vois sur des plateformes de streaming, etc. Et n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur les choses que j'ai mentionnées ou sur les trucs que vous avez découverts ce mois-ci. Et voilà, sur ce, je vous souhaite un très bon mois de juin. Pour les personnes qui ont des partiels encore, eh bien bon courage pour vos partiels. Si vous avez des résultats pour les masters ou pour les licences ou pour Parcoursup et tout ça, je vous souhaite bon courage pour faire des choix parce que c'est ça le plus difficile au final. Sur ce, je vous souhaite un bon mois de juin et à bientôt. Bye bye.